Donc, dernière partie de cette conférence, on va vraiment la focaliser sur la relation client, les nouveaux leviers, une partie d'automatisation de cette relation client. Et pour débuter, on a le plaisir d'accueillir Luc, là, qui va nous faire une présentation sur les chatbots. Je crois que c'est un sujet vraiment très à la mode, mais très attendu parce que beaucoup de potentialités et qui mérite aussi beaucoup d'explications pour bien comprendre comment ça marche et quelles sont les perspectives. Merci Stéphane, bonjour à tous. Donc je vais avoir 15 minutes pour parler donc, des chatbots dans la banque, l'assurance. En effet, un sujet qui buzz pas mal ces derniers temps. Donc je vais d'abord essayer de donner une définition pour un peu bien cadrer ce buzz. Et ensuite, je partagerai avec vous les bonnes pratiques qu'on a mis en place auprès de nos différents clients bancaires et assurantiels. Et à la fin, je vous présenterai aussi des chiffres concrets des dernières expériences qu'on a mis en production. En quelques mots, Inbenta, c'est une société qui a 10 ans aujourd'hui d'R&D en traitement automatique du langage. C'est une discipline de l'intelligence artificielle qui nous permet de comprendre et de traiter le sens des phrases, le langage humain. C'est avec cette technologie aujourd'hui qu'on construit des chatbots et des facs dynamiques aussi depuis donc 10 ans pour concrètement apporter immédiatement et automatiquement des réponses aux différentes questions, différents doutes, aux différentes craintes que peuvent formuler aujourd'hui donc les clients en ligne. Concrètement, aujourd'hui, on est en place auprès de 120 banquiers et assureurs dans le monde. Donc, on est présent sur les principaux aujourd'hui acteurs du marché. Donc, c'est une solution qui est éprouvée, qui répond en moyenne à 100 000 questions avec succès chaque jour en France, toujours dans le secteur de la banque, l'assurance. Avec succès, ça veut dire quand même que la solution n'est pas parfaite. Il y a des demandes qu'elle ne sait pas traiter ou qu'il vaut mieux pas qu'elle traite. En moyenne, c'est à peu près 20% des demandes qu'on va du coup relayer, qu'on va escalader à un contact plutôt donc email, conseiller, téléphone ou des chatteurs, comme le présentera tout à l'heure Maxime d'Advice. Donc les chatbots, certains d'entre vous le savent, c'est pas un sujet qui date d'hier. Avant, on parlait même plutôt d'agents virtuels. Les premiers chatbots qu'on a développés chez Inbenta, c'était en 2005, donc ça remonte. Il y a eu en fait un premier buzz, vous vous en souvenez peut-être, entre 2008 et 2011. À cette époque, nous, on a développé une trentaine de chatbots. Il y en avait un certain nombre. Vous vous souvenez peut-être de MMA. Il y en avait sur Massif, il y en avait sur Bancodo, il y en avait sur Bancaccor, il y en avait sur CTLM. Je dis il y en avait parce qu'en 2011, il y a eu en fait un net rejet du marché de ce type de solution pour différentes raisons intéressantes, mais que je n'aurai pas trop le temps là d'expliciter dans les 15 minutes, qui a eu un gros rejet. Alors, on n'a pas mis la clé sous la porte chez Inbenta. En fait, on s'est rapatrié sur une autre interface, une autre solution qui était moins prétentieuse, je dirais, en termes d'interface qu'un avatar, qui sont les facs dynamiques, qui est une solution un peu à la Google, dans laquelle on peut poser une question toujours en langage naturel et obtenir derrière donc une réponse immédiate qui est soit standard, soit personnalisée, donc sans arbre de conversation, contrairement au chatbot. Et donc il y a Marc, en février 2016, qui est arrivé et qui a introduit à nouveau donc, le concept des chatbots qu'on pouvait donc désormais plugger sur Facebook Messenger. Donc le buzz est revenu et on s'est remis à parler donc davantage aujourd'hui des chatbots, aka donc agents virtuels, avec donc le fameux concept notamment donc des arbres de décision. Les arbres de décision, c'est la principale caractéristique. On parle aussi d'arbres de conversation des chatbots, contrairement à une fac dynamique, comme je le disais tout à l'heure, qui en est complètement dépourvu. Le concept d'un arbre de décision, c'est en fait, à travers un jeu de questions-réponses, de collecter de l'information. Donc le chatbot, sa mission, c'est de collecter de l'information pour apporter une réponse plus précise. Si je reprends là mon exemple de tout à l'heure, en fait, quand quelqu'un souhaite obtenir une attestation d'assurance, là, je vais poser différentes questions parce que je vois que le client a 2 attestations et que potentiellement, je peux lui transmettre de 2 façons différentes. Donc en collectant ces 2 informations, j'apporte une réponse plus fine. On peut faire des arbres de décision transactionnels ou un peu plus engageants. Là, je donne un autre exemple plus bancaire autour de la commande d'un chéquier avec notamment de l'authentification par SMS. Le concept, en gros, pour faire simple, d'un arbre de décision, la plupart du temps, c'est de reprendre l'existant, qui sont souvent donc, des formulaires, comme on a donc, sur plusieurs sites de banque et d'assurance à plusieurs étapes, qu'on va convertir en fait en arbre de conversation et qu'on va exposer après sur différents canaux. Ça peut être du Facebook, ça peut être du site web, de l'application mobile, du Slack, du WhatsApp. Quel est aujourd'hui le système le plus pertinent? Est-ce que c'est, on va dire entre guillemets, l'ancien système à gauche ou le nouveau système? Je partagerai quelques résultats à la fin de la presse. Aujourd'hui, concrètement, on a 5 chatbots qui sont en production dans la banque et l'assurance. On en développe 20 actuellement. Quand je dis qu'on développe des chatbots, en fait, principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des arbres de décision à nos facs dynamiques existants.
Donc le choix des arbres de décision est assez important. Aujourd'hui, on a implémenté donc cette dizaine d'arbres de décision. Donc dans la banque, notamment des arbres de décision sur la suivi, pas l'ouverture, sur la suivi d'ouverture de compte, notamment pour tout ce qui est banque en ligne, la commande de nouveaux chéquiers, le rajout de nouveaux bénéficiaires, la simulation de crédit, récupération de RIB. En banque et assurance, en commun, on a les sujets autour de l'authentification, avec le fameux récupération de mot de passe. Dans l'assurance, la récupération de son attestation, un devis d'assurance, déclaration de sinistre et suivi de remboursement santé. Vous voyez, il y a essentiellement des arbres de décision aujourd'hui qui ont été implémentés sur des actes clients. On n'a implémenté que 2 sur de la souscription. Quand on met en place un chatbot, donc des arbres de décision, on a en fait un frein des fois qui est des ressources IT qu'on a besoin pour pouvoir faire des choses intéressantes. On a besoin de ressources IT, notamment des accès à des CRM ou à des web services. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, pour pouvoir faire un chatbot autour, par exemple, de la commande de nouveaux chéquiers, j'ai d'abord besoin que le client soit authentifié, donc avoir accès à des données CRM. Pour cette étape-là, qui est l'authentification CMS, je vais avoir besoin également d'un web service pour valider le code que va me saisir l'internaute. Et pour cette dernière étape, j'ai besoin d'un web service qui va demander donc la commande d'un nouveau chéquier. Sans ces 3 ressources IT, on ne peut pas faire cet arbre de décision tout simplement. Donc sur les différents arbres de décision qu'on a commencé à implémenter, en fait, dans 60% des cas, ce qui est assez important, on s'est retrouvé à des freins parce qu'on n'avait pas ces ressources-là qui étaient disponibles, soit pour des raisons de sécurité, ce qui peut se comprendre des fois, soit tout simplement parce que ces web services n'étaient pas implémentés chez la banque ou l'assureur. Du coup, si vous souhaitez mettre aujourd'hui un arbre de décision, un chatbot en place, les 3 actions en fait, qu'on recommande de faire aujourd'hui, c'est déjà de choisir l'arbre de décision. Ceux que je vous affiche là à l'écran, en fait, on les a choisis. Ce qui a motivé en fait, ces choix-là, c'est qu'ils font partie du top 10 des demandes qu'on observe déjà dans nos solutions en place sur ces différents sites web ou applications mobiles des internautes. Donc on sait que c'est des sujets qui sont demandés. Tant qu'à faire un arbre de décision, autant le faire sur une problématique qui génère un besoin derrière. Et le deuxième sujet, c'est de valider pour chacun de ces arbres de décision la faisabilité. Est-ce qu'il y a disponibilité de ces fameux web services et données CRM? Sinon, malheureusement, on ne pourra pas le faire. Et la troisième étape, c'est derrière le choix du canal. Donc, comme on est sur des interfaces de type messaging, une bulle à gauche, une bulle à droite, une bulle à gauche, une bulle à droite, on peut se plugger sur différents types de plateformes. J'en ai cité tout à l'heure, Slack, Skype par exemple. Mais au final, dans la banque, l'assurance concrètement, on a identifié, nous, 5 canaux qui peuvent être assez intéressants. On a le canal Facebook, c'est là où le buzz a été initié. C'est intéressant éventuellement d'en faire pour du buzz ou de l'innovation. Après, en termes de volume, on a quand même, sur les 4 canaux que je vous affiche ici, ça reste comme le canal où on a le moins de volume. Et le plus gros problème, c'est les contraintes de sécurité. Aujourd'hui, les arbres de décision qu'on a fait sur Facebook Messenger, c'est essentiellement des arbres de décision prospects. Tout ce qui est acte client, vu que les données circulent également par Facebook, et on ne sait pas trop où vont les données dans Facebook, du coup, on ne peut pas trop le faire. Le canal qu'on privilégie le plus, ça reste le bon vieux site web, qui garantit quand même pas mal de volume, et qui lève ces problématiques en termes d'authentification. Le mobile reste le deuxième choix pour plus ou moins les mêmes raisons. Un avantage supplémentaire par rapport au desktop, c'est le fait que sur mobile, tout ce qui est messaging, c'est un peu plus natif en termes d'interface. Il y a un canal qu'on oublie souvent quand on parle de chatbot, parce qu'on peut penser qu'il est mort, ce qui n'est pas le cas, c'est le canal SMS. Ou en termes de volume, ça peut être assez intéressant si vous avez une bonne base de clients opt-in, éventuellement cross-lay, ou pour différents use cases qui ne sont pas forcément commerciaux, comme la déclaration de sinistre, avec quand même des contraintes qui est sur le SMS. On ne peut pas mettre de médias vraiment riches, comme de la vidéo ou de l'image, par exemple. 5 chatbots en production auprès d'une banque espagnole autour d'actes de clients. Chapeau, c'est aux États-Unis. Vous pouvez le tester sur leur Facebook Messenger. C'est autour de la gestion des bitcoins. On a ensuite un assureur australien sur des actes clients. AXA, c'est au Mexique sur des sujets de souscription. Et Allianz, c'est fait avec les équipes ici en France. On a mis en place un chatbot qui est hybride, à la fois conversationnel, à la fois navigationnel, vous le voyez là à l'écran, sur Facebook. On peut aussi le tester, c'est en live, pour pouvoir derrière faire de la déclaration, pour faire derrière une tarification sur de l'habitation. Si le tarif vous convient, on vous met ensuite en relation avec un agent, soit immédiatement, soit on programme également, via notre web service, la planification d'un rappel. Quels sont donc nos retours d'expérience? Je vais vous donner quelques chiffres. Alors, avant de montrer les chiffres, la méthode un peu pour évaluer le retour d'expérience, on se base sur 3 KPI, 3 indicateurs. Le premier indicateur, ça va être le taux de conversion de l'arbre ou des arbres de décision du chatbot. Un arbre de décision,
je le disais un peu tout à l'heure, c'est un peu comme un tunnel de vente. Il y a plusieurs étapes qu'il faut franchir, plusieurs branches de l'arbre qu'il va falloir franchir, plusieurs efforts que l'internaute va devoir faire pour obtenir une réponse au final, et donc potentiellement de l'abandon. Du coup, on a les taux d'abandon, on a les taux de conversion. Aujourd'hui, sur les arbres de décision qu'on a mis en place, côté prospect, côté acte de client, voici la moyenne. Alors, c'est une moyenne des 5 chatbots en production, donc ce n'est pas non plus forcément très représentatif en termes de volume, mais c'est déjà quelque chose. Donc, en termes d'acte client, on a un taux qui est plus important naturellement que la prospection. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? En fait, là, on va se baser sur les deux autres indicateurs pour pouvoir évaluer si c'est bien ou c'est pas bien. Le deuxième indicateur, en fait, ça vise à comparer l'ancien système, le fameux formulaire aujourd'hui que vous pouvez avoir à la place du chatbot. Est-ce qu'il offre un meilleur taux que celui qu'offre le chatbot? Si oui, c'est pas forcément terrible. Si, par contre, il offre un moins bon taux que le chatbot, c'est tant mieux. Mais quand même, dans le cas où l'ancien système offre un meilleur taux de conversion, il y a le troisième indicateur qui peut être intéressant, qui est la volumétrie. Si vous avez sur un process actuel une volumétrie qui n'est pas très importante, c'est pas grave si le taux de conversion derrière avec le chatbot est plus bas, si la volumétrie, pour le coup, elle est plus importante. Si le chatbot permet, si je m'exprime autrement, d'ouvrir un nouveau canal qui génère plus de volumétrie, on aura en termes de ROI des choses plus intéressantes. Donc nous, les retours sont un peu mitigés aujourd'hui. Ce qui nous permet vraiment de valider le ROI, souvent, c'est la volumétrie. Donc en fonction du canal sur lequel on va exposer le chatbot, on va avoir une volumétrie qui va plus ou moins être différente. Et dans certains cas, en fonction d'une bonne volumétrie, on a le ROI qui est plus ou moins assuré. Dans d'autres cas, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je ne pense pas que j'ai fini mes 15 minutes. Je voulais laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Je ne sais pas, Stéphane, où j'en suis. Non, posez des questions, absolument. Le moment, là, sur la technologie, sur les cas d'usage. Ça y est, il marche. Marc Mamana, École supérieure de la banque. Est-ce que vous avez fait des études, des enquêtes relatives à la perception des clients dans les différentes situations selon que c'est un acte de gestion ou de la prospection? Est-ce qu'il y a de l'attractivité forte de la part du client parce qu'il a une réponse peut-être plus immédiate que s'il passe 10 minutes au téléphone? Ou est-ce qu'il peut y avoir des réactions de rejet face à une machine? Alors, des études, on en a fait nombreuses, alors pas autour du chatbot. Le buzz, je le disais, il est reparti en février. On a fait pas mal d'études sur tout ce qui était de l'ancien système, on va dire, de fac dynamique en termes d'ergonomie, où là, on avait des retours assez satisfaisants parce qu'en mettant en place des interfaces comme les facs dynamiques qui n'ont pas, en termes d'interface, beaucoup de prétention, on ne dit pas qu'on va répondre à toutes les questions. On sait du coup que les internautes n'ont pas beaucoup d'attentes, comme sur Google. Faut qu'on pose une question sur Google. S'il n'y a pas de réponse, ce n'est pas la fin du monde. Par contre, sur les chatbots, on a des interfaces où on commence à dire bonjour, on commence à humaniser la relation client, et où là, du coup, on va augmenter en effet les attentes des internautes, et où il va falloir, là, pour le coup, produire un meilleur effort. Et il y a donc potentiellement plus de frustrations qui peuvent être générées via ce type de solution où on prend le risque d'humaniser la relation client versus une interface un peu à la Google où il y a moins de prétention. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus dans, là, c'est le buzz, hein, donc les sujets là qui sont en production, ça veut dire qu'ils ont commencé cet été. Pendant l'été, on a lancé les développements, donc ils ont eu que quelques mois entre guillemets pour atterrir par rapport au chatbot. Et du coup, l'idée c'était pas vraiment de se poser, c'était tester. Donc nous, on n'a pas dit non. Hein. Donc on a testé. Donc pour l'instant, c'est plus, on va dire entre guillemets time to market, et c'est tester, recueillir du retour derrière. Donc il y a des volontés derrière de satisfaction client derrière ces outils, des volontés de réduction de coûts. C'est souvent les deux indicateurs sur lesquels on va s'axer. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça, mais en termes de budget, justement, un projet chatbot, c'est quoi les métriques ? Donc on est nous sur aujourd'hui la volonté chez Inmenta, voilà, on a un gros portefeuille client qui est quand même beaucoup axé sur des facs dynamiques. Du coup, on a quand même envie de faire ce tournant autour des chatbots. Et alors pour tous nos clients aujourd'hui, c'est en fait à titre gracieux de passer sur ces arbres de décision, donc c'est 0. Et pour les nouveaux, on est quand même sur des tarifications assez avantageuses. Hein. On n'est pas du tout sur la même tarification qu'on peut trouver chez des IBM Watson par exemple. On en parlait tout à l'heure pendant la pause. On a, sans donner de chiffres, mais on est sur des missions qui sont un peu onéreuses.
peu onéreuse. On est sur un ordre de grandeur, quoi. Des ordres de grandeur, on va être sur des solutions qui vont être entre 20K et 70K à l'année. Peu onéreuse, donc. Emmanuel Neblon, moi j'avais une question sur les données qui sont donc traitées par l'outil. Où sont-elles stockées en fait ces données? Comment elles peuvent être exploitées derrière? Enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à ça? Alors aujourd'hui, je vais être transparent directement. Nous, on est hébergé sur le cloud d'Amazon, ce qui souvent donc, pose des questions, même si on sait qu'Amazon quand même est assez solide en termes d'infrastructure et de credentials. Nous, la volonté qu'on a chez Inbenta, c'est de justement garder aucune donnée personnelle chez nous. Donc en fait, on a au niveau de nos interfaces des règles d'anonymisation qui nous permettent au final sur nos serveurs, enfin les serveurs que nous loue Amazon, de n'avoir aucune donnée client. C'est ça qui nous permet à ce jour de passer les différents audits.